Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Projet Libre. Aujourd'hui, grande nouveauté, on va être 5 personnes, c'est la première fois que ça arrive. Et on va parler d'un sujet passionnant qui est WordPress, sous les angles de la documentation et de la traduction. C'est un épisode qui m'a été inspiré par, et même soufflé par mon ami Emilien Martinotti qui est là ce soir. On était tous les deux en train de discuter de l'épisode de Fabrice Plantebo sur la documentation et il m'a dit on devrait en faire un sur la communauté de WordPress. Et pour parler aujourd'hui de ce sujet, on est avec Jenny Dupuis, Marie Comet, JB Audra et Emilien Martinotti. Et on est parti pour une petite heure de discussion sur le sujet. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quel est votre parcours et comment vous êtes arrivé dans la communauté WordPress FR et qu'est-ce que vous y faites maintenant. Donc honneur aux dames, Jenny, c'est à toi de commencer. Ok. Alors au niveau parcours, moi j'ai suivi des études de géographie à la base. Et puis après ma thèse, je suis partie à Toulouse me former au système d'information géographique. Puis après, j'ai opté pour un travail dans ce secteur et pour une société qui était basée à Lyon en télétravail. Alors dans cette société, je m'occupais de la formation des clients, de la documentation utilisateur des logiciels, la communication aussi. Je faisais les plaquettes, les icônes de logiciels et j'ai aussi développé le site web. En 2014, suite à un licenciement économique, je suis partie faire du maraîchage avec mon compagnon. J'ai complètement changé de secteur, en ayant quand même en parallèle une micro-entreprise pour faire des sites web. Bon, fin 2021, on a arrêté l'activité maraîchère et j'ai donc repris à plein temps mon activité de freelance. Alors après, pour le logiciel libre, j'ai découvert comment. Au départ, plutôt le dessin vectoriel et la PAO avec Inkscape et Scribus. Parce que c'est le logiciel que j'utilisais pour faire les plaquettes et les icônes. Puis après, j'ai utilisé WordPress en 2010. J'ai commencé à l'utiliser pour refaire le site de la société. Et puis, j'ai aussi participé à la traduction de documentation de QGIS, qui est un logiciel SIG, avec Transifex. Donc ça, c'était pour le logiciel libre. Et puis après, au niveau pour la communauté WordPress FR, je suis arrivée dedans via la contribution en fait. J'ai commencé par traduire une extension, finir de traduire une extension dont j'avais besoin. Et puis comme j'étais super bien accueillie dans la communauté par les GTE de l'époque, qui sont encore là maintenant. GTE, c'est quoi pour quelqu'un qui, comme moi, est novice dans votre communauté ? Alors GTE, c'est les Global Traductors. General Translation Editor. Voilà, merci JB, je sais jamais le traduire. Donc, comme j'étais bien accueillie, j'ai continué de participer à traduire des extensions et puis de fil en aiguille, je suis devenue PTE, donc ça c'est Project Translation Editor. Et puis j'ai PTE, bon ça c'est un détail, non c'est pas un détail, mais en fait on peut valider toutes les extensions et tous les thèmes quand on est GPTE. Et puis en 2020, JB, FX et Didier m'ont proposé de les rejoindre dans leur équipe de GTE. Et puis au final, maintenant, je contribue à 2 équipes en français, à la doc et à la traduction, et aussi dans l'équipe training qui est internationale. Et Marie, pour toi ? Alors moi, au niveau de parcours d'études, j'étais partie au départ plutôt sur la communication graphique, l'histoire de l'art, les arts appliqués. Et puis j'ai rapidement dérivé sur plutôt les sites internet, créer des sites. C'est en faisant un stage que j'ai découvert WordPress. Donc merci beaucoup à mon maître de stage de l'époque. Donc j'ai découvert WordPress comme ça et puis depuis je l'ai plus lâché. Comment t'es arrivée dans la communauté ? J'y suis arrivée parce que j'ai créé mon auto-entreprise, j'étais freelance pour la création de sites et j'ai découvert qu'il y avait des meet-up WordPress sur Toulouse à côté de chez moi et c'est comme ça que j'ai découvert la communauté. Après j'étais à mon premier WordCamp et puis ça s'enchaîne quoi, ça ne s'arrête plus.
Et toi, tu travailles plutôt sur quel sujet dans la communauté? Moi, je suis plutôt sur la doc, avec comme Jenny. J'ai fait un peu de traduction il y a quelques années, puis j'ai arrêté. JB pour toi? Ouais, alors du coup, de mon côté, je vais faire la version courte, hein, parce que voilà, on n'a pas que ça à faire. En gros, moi, j'ai découvert WordPress en 2005, donc ça remonte, hein, sachant que WordPress a été créé en 2003. À l'époque, du coup, j'ai commencé à travailler sur des sites internet de collectivités territoriales et voilà, d'institutions gouvernementales comme des académies, des rectorats. À l'époque, je bossais avec Spipagora, qui était un projet open source qui a qui a vécu, on va dire, qui a eu des hauts et des bas, et surtout des bas, malheureusement. Et pour le coup, sorti de ce projet pour le rectorat de Grenoble, j'ai évolué, du coup, moi je suis plutôt développeur, on va dire, à la base, même si j'ai fait plein d'autres choses. J'ai évolué du coup vers WordPress assez naturellement pour d'abord des blogs perso, ce genre de choses, et puis assez rapidement du coup pour des sites de plus en plus importants, pour des collectivités locales, et puis ensuite des entreprises, ce genre de choses. J'ai été relativement discret dans la communauté jusqu'en 2016, où je me suis mis à... Alors non, 2012 du coup pour les premiers WordCamp, donc les premiers gros événements voilà, à l'échelle nationale. Et 2016 du coup première conférence, et en fait à partir de là ça s'est enchaîné sans trop s'arrêter, quoi. J'ai fait de la trad avec un parcours un peu similaire à Jenny. Il n'y avait pas d'équipe de documentation à l'époque, mais je me suis intéressé aussi au niveau du code, au développement de WordPress lui-même, à l'équipe d'accessibilité également. Donc ça, c'est plutôt au niveau international et pas vraiment au niveau francophone. Et à partir de là, du coup, voilà, j'ai eu plus d'activités, on va dire, côté core, donc côté cœur du CMS, que sur le reste. Ça a pris un peu le pas sur le reste. Et j'ai passé 2 ans, du coup, représentant de l'équipe core du CMS. Là, je le suis plus parce qu'on tourne. Et aujourd'hui, je suis core committer. Donc, ça veut dire que j'ai les clés du code source, quoi, en gros, pour simplifier. Je continue à accompagner un petit peu la partie trad. Pour la partie documentation, donc c'est un truc qu'on a un peu lancé tous les trois à la base, mais sur lequel moi, j'ai pas eu autant de temps, enfin, autant de possibilités de planning que nécessaire, du coup, pour m'en occuper. C'est Jenny et Marie qui sont les représentantes, les grandes chefs de l'équipe de documentation. Et puis j'essaye de les accompagner comme je peux en donnant un peu des conseils, parce que typiquement je travaille beaucoup sur les versions de WordPress qui vont sortir. Il y en a une qui arrive très bientôt là. Et du coup en essayant de donner des conseils sur la doc, mais c'est Jenny et Marie qui ont les clés de cette partie-là de la contribution. Génial. Et pour finir, Emilien? Alors, de mon côté, moi j'ai commencé avec le logiciel libre en 2005-2007, lors d'un stage où mon tuteur il m'a déjà mis sous Linux 10 minutes après être arrivé dans le bureau. Et de là, il m'a dit tu peux utiliser ce que tu veux du moment que c'est libre. Donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler avec. WordPress, je suis arrivé dedans en 2014. Non, un petit peu avant, 2012, je crois. Et de là, après, j'ai été dans différentes agences, principalement en tant que développeur. Et là, depuis quelques temps, je suis un peu sur le Slack de WordPress France. Et alors, je contribue pas trop au niveau documentation et le reste. Et trad, mais plus j'aide les uns les autres. Alors, premier gros sujet qu'on va aborder, c'est la communauté WordPress FR. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'en est la communauté et qu'est-ce qui fait que la communauté naît, en fait? Ouh, c'est vieux. Alors, C'est pas encore là, non. je pense que Marie n'était pas encore là et Jenny non plus. Et moi, j'ai suivi ça de loin. Par contre, Marie, du coup, connaît des personnes, enfin travaille chez des personnes, dans une entreprise, du coup, où il y a des personnes qui étaient là à la création de la communauté francophone, et je pense notamment à Amaury. On a en fait des personnes encore qui historiquement ont été là à la création, qui sont encore là. Je pense à Didier Wolforg, donc qui fait partie de l'équipe encore, de traduction en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, WordPress francophone est tout simplement la première communauté localisée au monde en fait de WordPress. Et à l'époque, ça a commencé avec un forum, comme bien souvent dans l'open source, j'ai envie de dire. Ça a évolué. Ensuite, il y a eu des événements organisés, parmi les premiers événements au monde en fait. De ce côté-là, c'est ce on les appelle les Yoda, ceux qui étaient là au tout début. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont bien sûr un peu diminué leur contribution, parce qu'on peut pas faire ça pendant 20 ans. Enfin, c'est difficile de faire ça pendant 20 ans. Donc on est un peu quelque part de la nouvelle génération. Enfin, perso, on n'est pas très nouveau non plus. Si, peut-être Marie un peu plus, mais voilà. Alors, quand on parle de communauté WordPress FR, qu'est-ce qui définit la communauté? Est-ce que c'est un Slack? Est-ce que c'est d'événements? Qu'est-ce que c'est la communauté WordPress FR? Ouais, au quotidien, c'est vrai qu'en virtuel, il y a le Slack. Il y a aussi un forum.
bon, exception française, il est hébergé sur son site à lui et pas sur le site wordpress.org. Et après, c'est aussi les WordCamp et puis les meet-up qui permettent, voilà, dans l'année de revoir un peu les mêmes personnes, mais aussi des nouvelles têtes. Je pense que c'est super important de se voir en vrai lors d'événements. On estime à combien de personnes à peu près cette communauté WordPress FR? Ouf. Par exemple, dans le no-code, nous, la communauté, on l'estime par le nombre de personnes qu'il y a sur le Slack de No-Code France. Alors, on a un petit problème de compte spam sur le Slack, donc on a dû être 30 000 à un moment donné, mais c'est pas du tout représentatif du nombre de personnes réellement actives. Hein. Enfin, je sais pas combien on est exactement actuellement. Plusieurs centaines, je pense. Plusieurs centaines, ouais, on pourrait dire ça, ouais. Donc c'est des personnes voilà, qui viennent aussi sur les événements et dans les meet-up? En partie, et les événements souvent sont la porte d'entrée quand même pour beaucoup de monde. Ça a été mon cas, hein, perso, dans la communauté. Bah, Marie aussi, elle a dit le Meetup Toulouse. Oui, moi aussi. Ouais, bah toi aussi en fait. Le WordCamp Bordeaux, c'est là que j'ai rencontré FX. Bon, je l'avais déjà rencontré sur le Slack, mais bon, de se voir en vrai, ça change un peu la donne, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui intègrent la communauté, qui se mettent à faire un peu de la traduction, etc. Alors on a un truc dans les WordCamps, c'est que on essaye, c'est pas toujours le cas, mais on essaye sur la journée précédente, ça a été le cas là au dernier, où j'étais pas d'ailleurs, mais elles pourront en parler, Marie et Jenny, où il y a ce qu'on appelle une journée de contribution, un contributeur day, et là du coup, bah, l'idée c'est de découvrir un peu comment ça marche, la contribution, et comment finalement passer de suiveurs, d'utilisateurs ou d'utilisatrices du CMS à acteurs carrément du CMS. Et ça peut paraître très impressionnant comme ça. En fait, au final, bah voilà, tu nous as devant toi. On est juste des humains, hein, donc c'est très facile de s'intégrer. Et donc ces WordCamp, c'est des événements qui sont organisés dans différents lieux, mais est-ce qu'on peut aussi les suivre à distance? Non, on peut pas les suivre à distance, mais il y a depuis plusieurs années, depuis plusieurs WordCamp, il y a une prise de vue, il y a des vidéos qui sont après ensuite remises sur WordPress TV. Mais bon, avec un laps de temps plus ou moins long selon le montage. Enfin, après, il y a tout le montage. Or, c'est quand même... c'est mieux d'y être. Mais bon, c'est vrai qu'on peut pas se déplacer à tous les WordCamp à chaque fois, quoi. Enfin, tout le monde ne peut pas aller à tous les WordCamp. On a différents niveaux d'événements. On a les meet-up et les WordCamp. En fait, c'est vraiment deux strates, quoi. Les meet-up, c'est à partir de 2 personnes. Donc, si dans ta ville, il y a 2 personnes intéressées par WordPress, tu peux organiser un meet-up. Tu fais une soirée dans ton bistrot préféré et voilà, terminé, c'est un meet-up, il est créé, il existe. De ce côté-là, en fait, une fois qu'il y a un certain nombre de personnes, il est possible de faire reconnaître officiellement ce meet-up par WordPress.org. Et là, du coup, tu deviens réellement le meet-up de ta ville, quoi. Et à partir de ça, quand un meet-up devient suffisamment gros, important, avec des personnes qui sont allées à des événements plus gros, etc., il est possible d'organiser ce qu'on appelle un WordCamp. Et donc ça, c'est un événement qui est appelé régional, mais disons que voilà, on a 2, maximum 3 WordCamp par an en France, donc c'est à chaque fois des événements nationaux. Là, le dernier, c'était Biarritz. Jenny et Marie y étaient, elles pourront en parler mieux que moi. Mais c'est un événement qui a drainé des personnes de toute la France, voilà, voire même peut-être au-delà. D'ailleurs. Donc ça veut dire que n'importe lequel de vous 4 ici, vous pouvez organiser un WordCamp à partir du moment où la communauté est assez grosse? Et dans vos régions, Marie, Jenny et Emilien, est-ce qu'il y a déjà eu des WordCamp? Alors à Toulouse, non, mais apparemment, c'est planifié là, c'est en cours d'organisation. Il y aura un premier WordCamp Toulouse, je sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, mais ça va se faire. L'an prochain. Ça doit faire quelques années qu'il y a le meet-up et là, je pense qu'ils se sont sentis suffisamment nombreux en tant qu'organisateurs pour lancer ce chantier-là. Et à Toulouse, par exemple, dans les meet-up, il y a beaucoup de monde? Il y a eu des fois où il y avait pas mal de monde, 30-40 personnes. Ça dépend des sujets, hein, parce qu'à chaque fois, il y a une petite présentation qui est faite. Donc il y a des sujets qui vont ameuter plus ou moins de personnes. Et ils se retrouvent une fois par mois. Moi, ça fait un petit moment que j'y suis plus allée. Je fais ma feignante, mais si, il y a du monde. Et si vous êtes du côté de Toulouse, allez-y faire un tour. C'est sympa. Moi, à l'époque, j'étais de Montpellier, donc à Montpellier, il n'y en a pas trop de WordCamp, enfin de Meetup WordPress. C'était plus, une fois, il y avait eu la FUP qui avait organisé un truc un peu autour de WordPress, juste qu'en parlait. C'était bien sympa parce que ça drainait un peu la communauté de Montpellier. Moi, je travaille en Haute-Savoie, par contre, il y en a un à Genève. J'ai pas eu l'occasion encore, mais ça pourrait être intéressant. Et qui a organisé plusieurs fois d'ailleurs des WordCamp et qui a co-organisé l'année dernière carrément un WordCamp suisse, enfin Switzerland du coup, qui pour le coup, donc ça c'est vraiment les WordCamp, les vrais WordCamp nationaux qui regroupent en fait plusieurs WordCamp qui eux-mêmes regroupent des meet-up quoi. Donc là c'est vraiment l'échelle un peu au-dessus.
Et sachant qu'il y a chaque année, c'est juste pour finir un peu les différents niveaux de strates qu'il y a, chaque année on a aussi un WordCamp Europe avec un lieu tournant, un peu comme les JO. Il y a plusieurs candidats chaque année, plusieurs pays candidats, et du coup il y a un pays qui est retenu. Donc là, cette année, c'était à Athènes, et le prochain est en Italie. Donc là, ce que j'entends, c'est que votre communauté, elle est très bien structurée, mais comment elle interagit avec les autres communautés des autres pays et avec l'équipe de développement de WordPress? Il y a, nous on a un Slack WordPress francophone, qui est notre petit lieu à nous, entre francophones et pas français d'ailleurs, parce que il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a en fait toute la francophonie, hein, et donc c'est des pays qui peuvent être situés en Afrique, en Amérique du Sud, n'importe où, hein, peu importe. Ensuite, derrière, il y a un Slack, donc qui s'appelle le Slack makewordpress.org, qui lui, du coup, est destiné uniquement à la contribution. C'est pas de l'entraide ou de poser sa question sur WordPress, etc. Non, c'est contribuer au projet WordPress. Et ce Slack, en fait, il est tenu par ce qu'on appelle la fondation WordPress, donc qui est une fondation open source et qui dispose des droits, hein, tout simplement, sur la marque WordPress. Et c'est eux qui financent d'abord les WordCamp et qui accompagnent les organisateurs et organisatrices justement à tout ça. Et du coup, c'est eux qui, on a une team en fait qui s'appelait WordCamp Central avant, qui s'appelle Community maintenant, Community Central. Bon, enfin bref, les termes changent, mais peu importe. Il y a une team qui s'occupe justement de structurer les WordCamp, d'aider du coup les organisateurs et organisatrices, de valider aussi les WordCamp pour s'assurer qu'ils ont les reins suffisamment solides pour tenir ce genre d'événement, sachant que chez nous, et c'est un peu propre à WordPress, je sais pas si c'est pareil dans d'autres CMS, d'autres communautés, mais on est relativement tranquille au niveau au niveau finance, puisqu'on a des gros sponsors globaux qui permettent, quand tu organises un WordCamp, tu sais déjà que l'aspect finance, il faut bien sûr chercher un peu des sponsors, etc. Mais l'aspect finance est déjà couvert par ces sponsors globaux, et voilà, tu as des WordCamp qui sont ultra bénéficiaires, d'autres qui sont un peu qui ne le sont pas du tout, qui sont pas, enfin voilà, qui arrivent pas à rentabiliser avec les inscriptions ou ce genre de choses. Bah en fait, ça se compense à l'échelle globale, à l'échelle mondiale en fait finalement. Donc voilà, c'est vrai qu'on a cette chance quand on organise un WordCamp d'avoir la fondation derrière qui nous suit. Donc les communautés discutent entre elles sur ce Slack, donc c'est en anglais uniquement, sur ce Slack makewordpress.org, c'est là-bas que tout est centralisé. Et donc là, tous les quatre, vous êtes Ouais. sur ce Slack? Ouais. Il vous arrive Moi, de non. rencontrer d'autres personnes des autres pays avec lesquels vous interagissez? Moi non, jamais. Ah bah si, il y avait je sais plus son nom, qui est de Suisse. Et ça va pas me revenir. Patricia. J'ai rencontré Patricia, que j'ai rencontrée à Biarritz. Ah oui, j'avais pas cité qu'elle était suisse en fait. Ben oui, en fait, elle parle français, alors on était un peu. Et puis vous allez au WordCamp Europe, enfin en tout cas Marie, je t'y ai déjà vu. Ouais, j'y étais, mais j'ai pas tellement fait l'effort d'aller parler en anglais la Ça, prochaine c'est fois. les maudits français. Ouais. Non, de mon côté perso, j'ai fait pas mal de WordCamp Europe, et quand j'ai commencé à contribuer au cœur et notamment à diriger ma première petite version de WordPress, j'étais allé au WordCamp US à Nashville. Bon, je le referai pas parce qu'aujourd'hui j'essaie de faire un peu plus attention à mon bilan carbone, mais voilà, oui, perso, j'essaie quand même un peu de rencontrer assez régulièrement du coup les personnes. Pareil, je suis pas allé à Athènes cette année parce que voilà, machin, mais pareil, une histoire de personnelle par rapport au gros trajet en avion. En revanche, l'année prochaine, c'est en Italie, c'est très proche, donc perso, je prévois d'y aller. Et comme d'habitude, à chaque fois sur ces WordCamp Europe, on est facile une bonne cinquantaine de Français et Françaises du coup à s'y retrouver. Ouais. Donc si on passe maintenant sur la traduction et la documentation, commençons disons par la traduction. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous êtes organisé en fait. Comment vous fonctionnez et déjà combien de personnes vous êtes dans cette équipe? Plus de 4000. Non, en France, il y a 4080 plus ou moins contributeurs, en sachant que dans le lot, il y a des gens qui sont là quotidiennement et des gens qui participent à une extension ou un thème parce qu'ils en ont besoin à un moment donné et qu'on revoit jamais. Mais il y a quand même après 180 PTE à peu près, donc des gens qui sont quand même qui sont responsables d'un projet. un peu plus présents dans le projet. Vous traduisez le cœur de WordPress et les extensions, c'est bien ça? Et les thèmes. Tout ce qui est sur les répertoires WordPress qui est en open source, ça peut être traduit. Alors tout n'est pas traduit, hein. Il y a des extensions qui sont pas traduites, mais oui, les thèmes et extensions font partie de ce qui est traduit dans le projet WordPress. Je pense qu'on est à peu près tous rentrés par le même portillon.
à savoir, tu utilises une extension, il n'y a pas de traduction disponible. Plutôt que me plaindre que c'est pas disponible en français, traduis-la, quoi. Et du coup, tu te mets à traduire ton extension, tu te rends compte que c'est complètement à ta portée. Potentiellement, tu sais que la fois suivante, du coup, tu prends une autre que tu utilises et qui est pas tout à fait traduite à 100% ou qui l'est même pas du tout. Et c'est comme ça que finalement, on a pas mal de gens hein, dans le chat de traduction de notre Slack. C'est des gens qui sont rentrés parce qu'ils avaient d'abord le besoin de traduire ce qu'ils utilisaient, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça paraît énorme le nombre de 4000 contributeurs et contributrices. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un besoin une fois en fait de traduire quelque chose et donc de contribuer. Et voilà, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et la communauté en retour a obtenu la traduction d'une extension, quoi. Donc voilà. Mais alors, comment vous faites pour vous organiser, pour savoir qui traduit les chaînes du cœur de l'application, les chaînes des extensions comment vous faites pour interagir tous les uns avec les autres? Tu sais, déjà, juste pour commencer, sur les journées de contribution, on a toujours des gens qui arrivent et qui disent moi j'aimerais bien contribuer à WordPress, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, je sais pas, hein, je sais pas comment ça marche ni rien. En fait, le premier truc qu'on dit systématiquement, et Jenny, je pense que tu seras complètement d'accord avec ça, le premier truc qu'on dit toujours, c'est commence par traduire un truc que tu utilises au quotidien, qui te servira à quelque chose. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que forcément, c'est quelque chose que tu connais, et donc du coup, que tu seras tu seras la personne pertinente pour traduire ce truc-là. Finalement, les gens, ils arrivent par là, hein, et ça fonctionne très bien. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Sur l'organisation, je laisse Jenny, du coup, notre reine de l'organisation, et de l'établissement des règles. C'est pas tellement ça que je voulais dire, c'était que WordPress en lui-même est bien organisé pour la contribution parce que il suffit de créer un profil. Donc, on se connecte à wordpress.org et à partir de là, on peut intégrer plein d'équipes. Après, c'est une question de volonté d'aller sur le Slack Make, d'essayer de rencontrer les gens. Ou on peut très facilement. Moi, je connaissais personne quand je suis arrivée pour traduire une extension. J'ai regardé comment je pouvais traduire. J'ai trouvé le guide comment créer un profil, et puis je suis allée traduire l'extension qui m'intéressait. Et c'est après que FX m'a dit mais il y a un Slack en français. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la communauté française. Mais au départ, moi j'avais intégré, j'étais rentrée à traduire via le site wordpress.org, qui fait tout pour. Je trouve que c'est quand même assez facile de se créer un profil et de commencer à rentrer dans la communauté. Alors Jenny, je crois que c'est toi tout à l'heure qui parlais de Transifex. Donc moi j'ai aussi utilisé Transifex pour traduire des projets libres. Mais en préparant cette émission, Emilien montrait le système de traduction qu'il y avait sur WordPress. Emilien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Ouais, parce que j'étais en train de traduire un thème et j'ai vu qu'il y avait un système pour voir le thème en live. Du coup, pour voir un peu si mes traductions étaient pertinentes face à l'interface. Et du coup, j'ai envoyé le lien à Walid pour lui montrer. Mais je l'ai découvert cette semaine. Donc, voilà. Mais comment ça se passe? Parce qu'en fait, si tu veux traduire un thème, comment tu fais pour arriver à te retrouver face à une interface d'un WordPress complet pour pour faire ta traduction? Là, pour le coup, je suis allé dans le dossier du thème sur le wordpress.org. J'ai trouvé la langue que je voulais traduire. Donc là, j'ai tous les termes en anglais d'un côté, j'ai une colonne en français de l'autre, et puis du coup, je traduis. J'ai suivi le guide, donc il y a 2 petites extensions à installer pour le navigateur. Et de là, je fais double-clic sur ma case, je mets ma traduction française, suivant. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand c'est des mots récurrents, des termes, il y a des propositions. Donc après, c'est pas compliqué, mais faut suivre après, puis voilà. Techniquement, c'est exactement ça. Techniquement, pour dire un peu sur quoi ça repose, effectivement, Transifex est un système bien connu pour faire de la traduction. Chez WordPress.org, on a notre propre système. Ça s'appelle tout simplement translate.wordpress.org. Et ce système, il repose en fait à la base sur une extension WordPress tout simplement qui avait été développée pour traduire des sites en fait, des extensions au sein d'un site qui s'appelle GlotPress et qui a été, on va dire, mis en place sur une grosse infrastructure qui permet de faire un matching, c'est-à-dire que dès que tu auras traduit 90% de ton extension, par exemple, elle va partir, c'est-à-dire il y a un bot en fait qui va scanner du coup les traductions disponibles. Ok, une traduction est arrivée à 90%, il va construire un package, il va le lier directement à l'extension, ce qui fait que quand tu vas télécharger ton extension, tu vas télécharger aussi sa traduction dans la langue de ton site WordPress. Donc il y a un système en fait qui est très custom, très sur mesure, qui a été développé vraiment sur mesure pour WordPress, qui bien sûr est open source,
Ce qui fait que certaines extensions, donc certains éditeurs d'extensions premium, donc des extensions payantes qui sont pas sur WordPress.org et donc pas traduisibles sur translate.wordpress.org, ont fait leur propre installation GlotPress donc, et du coup proposent à leurs contributeurs et contributrices de venir faire des traductions, ou alors payent des gens pour le faire, etc. Donc c'est un système qui est complètement open source, qui peut être installé hors WordPress potentiellement, mais oui, on a notre propre système. Pour le bien et pour le mal, parce qu'on peut le faire évoluer comme bon nous semble. Pour le moins bien, parce que ça dépend de la disponibilité des gens qui peuvent travailler dessus. D'où le principe, c'est ce que disait du coup Emilien. On a 2 petites extensions navigateurs à installer, enfin en tout cas qu'on recommande très très fortement d'installer. Ça permet en fait d'ajouter des fonctionnalités à GlotPress qui sont pas encore vraiment installées, qui nous sont utiles en fait au quotidien, notamment pour avoir de l'autocorrection, ce genre de choses. Enfin, je sais pas si c'est clair, Jenny ou Marie, si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Non, j'ai rien à dire de plus. Très bien. Ce que ça m'inspire, c'est qu'un des problèmes qu'on a quand on veut faire de la traduction sur les projets libres, c'est que c'est pas toujours évident, ça dépend des formats, si on prend des choses comme du decay de texte, etc., c'est pas forcément toujours très évident. Et là, ce que j'en comprends, c'est que vous avez réduit au minimum la barrière à l'entrée pour faire de la traduction, en fait. Oui, c'est assez simple. Moi, j'ai pas eu le souvenir, enfin, ça date de 2016, donc c'est loin. J'ai pas eu le souvenir d'avoir bloqué sur un problème technique ou de compréhension de comment je pouvais faire la traduction elle-même. Il faut quand même, c'est validé par quelqu'un, donc c'est pas parce qu'on aura proposé 90% des chaînes d'une extension qu'elle va être publiée, que le package il va être fait. Mais il faut quand même que quelqu'un valide derrière. Et c'est là qu'il commence à y avoir une interaction entre le validateur et le contributeur. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai rencontré les gens de la communauté FR. C'est par cette interaction de correction de ce que j'avais proposé comme chaîne. Et c'est souvent comme ça qu'on rencontre les contributeurs qui viennent. C'est via le Slack on leur dit ça va, c'est parfait, ou ça va pas. C'est assez fluide et assez rapide de traduire et de faire valider ces chaînes. Bon, alors après, les validateurs, c'est des bénévoles. Ils sont pas toujours, enfin, c'est pas toujours validé dans la demi-heure non plus. Enfin, ça, il y a un laps de temps forcément entre la proposition du contributeur et la validation. Et je pense que pour compléter, en fait, on n'a pas de problème de barrière technique ou d'interface. Ça, c'est clair. Là-dessus, comme l'a dit Jenny, on a tous débarqué du coup sur translate.wordpress.org en se disant bon, alors comment ça marche? Et en fait, c'est très très facile à prendre en main. Il n'y a pas de problème technique ou voilà d'interface, de montée en compétences. J'ai envie de dire qu'à la limite, les premiers problèmes qu'on avait, en tout cas à une certaine époque, c'était des problèmes méthodologiques, d'apprentissage, c'est-à-dire de savoir quel est le circuit de validation, quel est le processus finalement pour obtenir du coup in fine ces traductions. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Jenny elle parlait qu'elle n'a pas eu de blocage, mais elle a surtout débloqué beaucoup de gens en écrivant notamment les règles. Alors pas les règles de traduction, mais en faisant ce qu'on appelle un handbook, donc un guide en fait finalement. Et je pense que finalement notre principal challenge ces dernières années, ça a été de faire évoluer l'onboarding des nouveaux en fait. Et c'est là-dessus où voilà Jenny a beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, le chantier handbook est encore un chantier ouvert. Il n'est pas terminé, loin de là. Non. Mais voilà, je pense que c'est notre première problématique, c'est plutôt ça, et pas vraiment la technique, apprendre aux gens à utiliser l'interface. On a très peu de questions sur comment fonctionne l'interface. C'est très rare. Par contre, on a beaucoup de gens qui posent des questions sur le process. Je fais des trades, qu'est-ce que je fais maintenant? Et voilà, c'est plutôt à cet enjeu-là, en fait, qu'on doit répondre en tant que responsable de trad. Donc tout le monde est bénévole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont du temps dédié à travailler sur ces sujets? Ah bah si. Si, il y en a, oui. Ça. Ah si. Ah, donc vous êtes tous dans ce cas-là? Non, pas moi. Moi, j'ai un petit peu de temps chaque semaine qui est prévu au planning pour la contribution. Et c'est toi qui choisis ce que tu fais? Ouais, il se trouve que je fais plus de doc, mais si demain j'ai envie de, par exemple, partir sur Learn ou sur autre chose, je suis libre de le faire. Alors maintenant, je m'interroge sur votre relation au niveau de la traduction avec l'équipe de développement, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle version, on va dire, de WordPress qui sort. Comment est-ce que ça se passe, vous, pour la traduction? Est-ce que vous avez une problématique de sortir les traductions en même temps que la version officielle? Comment ça s'organise tout ça? Quelles sont vos relations? Bah, tu sais quoi, ta question tombe vraiment pile poil au bon moment. Donc là, l'enregistrement, on est le 18 octobre, on a une version qui sort le 7 novembre, et aujourd'hui, donc ce matin, les traductions pour cette version qui sort le 7 novembre ont été rendues disponibles. Pourquoi? Parce que WordPress 6.4, donc c'est cette version qui va sortir, est en phase de release candidate.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a ce qu'on appelle le string freeze, c'est-à-dire le gel de toutes les chaînes de caractères nouvelles, quoi, finalement. Et du coup, il y a les paquets de traduction qui sont disponibles à la traduction. On n'a jamais eu de problème, mais vraiment jamais, en tout cas depuis 2016, je peux dire qu'on n'a jamais eu de version de WordPress en français qui était en retard par rapport à la version de WordPress. Comme on a quasi un mois, alors on va dire 3 semaines pour traduire, et avec la communauté qu'on a en France, toutes les traductions sont toujours prêtes. Voilà, j'ai regardé tout à l'heure avant de partir pour Lyon, donc il y a quelques heures, sachant que les packages ont été disponibles ce matin, on avait déjà 80% des traductions qui étaient faites, alors en attente de validation, hein, mais qui étaient réalisées. La communauté est hyper réactive de ce côté-là. C'est notre cas en France parce qu'on est très structuré et qu'on a beaucoup de personnes. Hein. Clairement, on va pas se plaindre de ce côté-là. On en parlera notamment par rapport à la documentation tout à l'heure, mais on est une des communautés les plus structurées au monde de ce côté-là. C'est sûr qu'en Azerbaïdjan, je ne sais pas si la version de WordPress sera prête tout de suite ou 6 mois plus tard. Mais voilà, il faut savoir que la communauté polyglots, c'est comme ça qu'on l'appelle, du coup, quand on parle de la communauté internationale, est très réactive, hein, quand même, globalement. Et en même temps, à ma connaissance, il n'y a pas de pression du projet WordPress pour qu'on ait une version française le jour de la sortie de la 6.4. Enfin, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais été. Enfin, il y a des communautés qui sont peut-être avec un petit décalage, mais je pense que c'est pas gênant. Enfin, après, tout dépend du décalage, mais bon, nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir produire une version française le jour de la sortie de la version, mais c'est pas vraiment une obligation. Non, bien sûr. Alors vous gérez, en termes un peu techniques, la locale FRFR, mais il y a aussi la Belgique, FRBE, FRCA pour le Canada, la Suisse, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui gérez ça ou est-ce que chacun est libre de faire ça dans son coin? Mais je crois qu'ils ont leur propre local. La Belgique, je suis pas sûre. Donc vous gérez que FRFR, quoi, le français de France. FRFR, ouais. Du français francophone, pour être exact. Alors oui, c'est FR la locale, c'est FR France, mais en fait, on parle de FR francophone. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de locales, justement, qui du coup utilisent FRFR par défaut. Tous les francophones, tous les pays francophones ont la possibilité de demander leur local. Par exemple, il y a FRBE qui existe, mais en fait, c'est une synchronisation automatique de notre travail FRFR. Il y a FRCA qui existe, où eux, ils font une synchronisation, mais par contre, ils vont modifier énormément du coup ce qu'on réalise. Il y a eu FRCH pour la Suisse. Ça a existé il y a pas mal de temps maintenant. Hein. C'était, je pense, 2012 ou 2013, un truc comme ça, quoi. Eux, ils ont arrêté parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour pouvoir... Enfin, en tout cas, qu'il y avait tellement d'extensions, et WordPress lui-même d'ailleurs, traduit rapidement du coup sur FRFR que du coup se sont dit ok, on n'arrivera jamais à suivre, c'est tellement dommage, on détruit du coup la locale FRCH et les gens installent FRFR en fait. Donc voilà, mais tout pays francophone, voire même région linguistique affiliée à la francophonie, ça pourrait être. Il y a une locale qui est inexploitée actuellement, mais qui s'appelle FR. Je sais plus laquelle c'est exactement, mais en gros c'est ch'ti quoi. Donc c'est FR Picard, c'est FR PC, c'est ça, pour Picard, qui existe et ils peuvent très bien du coup avoir leur version localisée. Hein. Et dans ce cas-là, ils ont leur propre communauté à gérer, etc. C'est aussi pour ça que FRCH du coup a disparu. C'est que côté communauté, c'est plus simple en fait de s'affilier à FRFR pour eux. Et alors sur cette partie documentation, est-ce que vous avez des guidelines? Est-ce que vous avez des lignes directrices, des choses qui sont imposées, des termes qu'il faut absolument traduire de cette manière? Comment ça se passe pour les traductions en français? Ouais, on a un glossaire sur la traduction. Donc c'est une longue liste de mots pour lesquels on doit respecter une traduction en français. Et après, on a aussi des règles typographiques qui sont Tout à l'heure, on parlait de barrières à l'entrée. Il n'y en a pas de technique sur la trad FRFR. Mais après, oui, il se vient la question des règles typo qui sont pas compliquées, mais il faut les prendre en main au départ. Ça se fait. Comme on disait tout à l'heure, il y a des petites extensions qui aident un peu sur ce point-là. Et vous avez un exemple concret à partager? Ces plugins qu'on traduit en extension. Et après, il y en a plein. C'est histoire d'avoir un référentiel sur des termes qui reviennent souvent. Parfois, ça fait l'objet de débats lors des réunions. Quand on se pose la question, comment est-ce qu'on le traduit? Donc, il y a débat. Voilà, pour donner un exemple, on a parlé récemment de la traduction de spam.
qui aujourd'hui officiellement dans WordPress.org, c'est indésirable, courrier indésirable et etc. Qui a été remis en question. Pourquoi est-ce que spam finalement ça serait pas plus simple, etc. Donc il y a des débats. Du coup c'est une fois par mois, hein, on se retrouve et on met en question justement des choix de traduction. Voilà, pour te donner un autre exemple qui remonte à 2020, 2018, je sais plus. On a eu un gros changement côté WordPress, c'était la traduction de user, qui est un terme du coup qui s'est toujours traduit en utilisateur. Et on a fait le choix du coup pour des raisons d'engagement, on va dire, de traduire ça par compte plutôt que utilisateur, parce que utilisateur/utilisatrice c'est long dans l'interface, etc. Bref, on a fait des choix justement du coup pour le coup d'arriver sur du neutre pour éviter d'avoir un terme uniquement masculin dans l'interface. C'est des choix bien sûr qui ont fait beaucoup de débats, hein, sur lesquels il a fallu beaucoup travailler pour accompagner. Mais on s'en est sorti au final et tout le monde, c'est devenu normal aujourd'hui. Ou je sais pas, il y a d'autres termes qui ont fait des débats, mais qui pourtant sont plus courants, comme post, qui était traduit par article. Sauf qu'un post dans WordPress, ça peut être plein de types de choses. En fait, ça peut être si tu crées des produits avec une boutique ou commerce, c'est pas des articles, c'est des produits, etc. Donc quand on parle de post, on parle finalement de façon générique de publication. Donc voilà, c'est des choix comme ça et qui sont imposés. C'est-à-dire que quand tu vas traduire, si ta traduction n'est pas correcte, du coup, ce sera pas validé si elle suit pas le glossaire. Et donc les mots du glossaire sur l'interface en fait sont soulignés en pointillé pour bien indiquer là il faut suivre le glossaire. Et c'est important pourquoi en fait le glossaire c'est quasiment la règle de trad la plus importante, même devant du coup la typographie française qui est pourtant très chère à nos yeux. Le glossaire, c'est ce qui permet du coup d'avoir une homogénéité. C'est-à-dire que si tu installes 2-3 extensions, il faut pas qu'il y ait écrit à un endroit article pour poste, à un autre endroit publication et à un autre endroit contenu, par exemple. Ça n'aurait pas de sens, tu te retrouves plus finalement dans ton interface. Il faut que tout le monde parle le même langage, quoi, quelque part, sur WordPress en français. C'est pour ça qu'on est très attaché au glossaire, même si parfois certains éditeurs d'extensions peuvent un peu dire ouais, mais nous en interne on dit contenu, on dit pas publication. Ben oui, mais c'est important que les personnes qui utilisent ton extension, mais aussi d'autres extensions à côté, puissent s'y retrouver dans l'interface et donc avoir quelque chose d'homogène en fait. Hein. Passons maintenant à la partie documentation. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de personnes vous êtes aussi et comment vous êtes organisé. Est-ce que c'est un petit peu comme la partie traduction? Vas-y, Jenny, tu peux. Alors l'équipe documentation, c'est une vingtaine de personnes. Après, actuellement, à travailler vraiment, on est 6 ou 7. Bon, après, c'est très fluctuant. Il y a eu beaucoup de travail mené au début du projet parce qu'il y avait beaucoup de choses à traduire. Et puis, c'est vrai que là, ça s'est estompé un peu le nombre de personnes qui participent. Alors, c'est moins facile de rejoindre l'équipe documentation que de rejoindre l'équipe traduction parce que justement, c'est déjà des moyens plus détournés. On n'a pas cet outil qui est Translate. On n'a pas vraiment l'équivalent pour la documentation. On n'a pas cette chance-là d'avoir quelque chose qui permet une entrée facile. Bon, néanmoins, il y a quand même le Slack FR. On a un canal documentation dans ce Slack dans lequel on peut tout le monde peut parler et se présenter et dire voilà, je suis intéressé par faire de la documentation de WordPress. Il y a combien de personnes qui sont actives sur cette partie de documentation? Oui, la documentation, c'est un petit groupe. Un petit groupe d'une vingtaine de personnes, quoi. Par rapport à la traduction, c'est vraiment une petite équipe. Ouais, on a été plus nombreux au début, comme disait Jenny, parce qu'il y avait un petit peu tout à faire. Là, j'ai pas la stat en tête, hein. Jenny, peut-être que tu l'as, mais on doit être à 80% quelque chose. On est à 83% de traduction. Donc il reste quelques articles un peu qui traînent la patte, soit sur peut-être des vieux trucs ou alors au contraire sur des fonctionnalités récentes qui restent à contribuer au niveau de la doc. Mais c'est moins l'effervescence. La documentation, c'est de la traduction d'articles qui existent déjà ou c'est aussi du contenu exclusif que vous écrivez pour la langue française? Alors c'est les deux, ça peut être de la traduction et de la rédaction puisque en fait il y a la doc, j'aime pas dire officielle, mais si c'est un peu la doc officielle, c'est celle qui est en anglais, qui existait dès le départ, et qu'au départ on a pas mal traduit. Mais en fait, même quand on prend un article qui existe pour le passer en français, on fait des adaptations et chaque personne va un petit peu
amener sa patte sur l'article. Et je sais plus, pas si cette année on en a fait, mais l'année dernière c'est sûr, on a carrément rédigé des articles qui n'existaient pas sur la doc en anglais. On a traité de sujets sur l'accessibilité. JB, toi t'en avais fait, je sais plus sur quoi, si tu te souviens. Sur accompagner notamment, en fait, en gros, il y a plein de sujets qui n'existent pas du tout en français, comme par exemple créer une extension, sécuriser, développer de façon sécurisée. Où là, en fait, il n'y a pas de documentation en français qui existe. Ça fait pas partie de la documentation d'ailleurs côté WordPress.org. Eux, ils gèrent ça du coup sur, si tu veux créer une extension, tu vas sur le plugin handbook, donc sur la documentation. Des extensions, pas sur la documentation pour toi et moi, quoi, d'utilisation de WordPress. Et du coup, ça, c'est des choses en fait qu'on a jugées hyper pertinentes, évidemment, et c'est pour ça qu'on a ramené des articles sur l'accessibilité, sur plein de choses qui sortent un petit peu du périmètre normal de la documentation. Et en même temps, c'est aussi très sympa, très valorisant de pouvoir rédiger des articles et sortir de l'aspect un peu traduction, même si, comme Marie et Jenny l'ont dit, en fait, en réalité, c'est pas un travail de traduction comme sur Translate, comme sur traduire une extension, etc., où tu traduis chaîne par chaîne, en fait, tes éléments. Ici, c'est un article, c'est un contenu entier. Il faut forcément se l'approprier. Et en te l'appropriant, du coup, tu fais plus qu'un travail de traduction. Tu fais un travail d'interprétation et de dire, OK, les Américains, parce que c'est souvent, du coup, c'est l'anglais US, la documentation officielle, vont parler comme ça. En France, c'est pas ça que les gens vont chercher. Donc du coup, en France en tout cas sur l'écosystème francophone, c'est pas ça que les gens vont chercher. Et souvent, on ajoute des choses, on enlève certains liens hypertextes vers de la documentation qui est en anglais, on la remplace par des choses en français, notamment MDN, voilà, qui a des très bonnes traductions. Voilà, c'est vraiment de la réinterprétation on a beaucoup de différences avec la documentation ENUS, notamment. Jenny qui a beaucoup travaillé sur l'aspect mutualisation. On essaye de mutualiser un maximum de contenu pour éviter de répéter toujours la même chose et surtout, en cas de changement, de devoir tout changer d'un coup, quoi. Voilà. Donc, et ça, ils le font pas forcément. Et on est. Ils y viennent. Ouais. Et ça, Jenny, du coup, tu dois avoir pas des stats, mais en tout cas des tendances un peu plus précises que ce que je peux avoir, mais on est, en tout cas, côté francophone, du coup, une grosse communauté de traduction, même si on n'est pas très nombreux par rapport aux autres locales, pour le coup. En fait, il y a 11 équipes de traduction, 11 locales qui traduisent la doc. Bon, l'équipe la plus avancée, c'est le Japon. Et après, c'est l'équipe française. Puis après, il y a d'autres équipes. Il y a l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Mais l'Italie, ils ont très peu traduit. Ils ont traduit quelques articles d'introduction. Puis après, ils renvoient vers la doc en anglais. Mais bon, ils sont encore moins nombreux que nous. Enfin, je connais pas personnellement ces équipes, mais c'est des équipes. Ils sont trois ou quatre. Au Japon, je sais pas combien ils sont, mais la personne qui gère l'équipe est très très dynamique et elle fait partie de plusieurs équipes sur Make. Elle est dans l'équipe training, elle est dans l'équipe doc, et polyglotte aussi. Enfin, elle fait partie de 3 équipes. Alors, je sais pas combien ils sont au Japon, je sais pas du tout. En fait, pour moi, il y a 3 volets dans la documentation en WordPress. Il y a le volet vers les utilisateurs, que nous on traduit. Ça c'est la partie qui est disponible en français, c'est ça. Après il y a le volet développement. Ça par contre ça reste en anglais et c'est pas au programme de le traduire parce que là en plus ça serait très lourd parce que c'est quand même une documentation qui est en permanence à chaque sortie de version, à chaque fois qu'il y a des modifications dans les fonctions que propose WordPress, il y a de la documentation, elles sont documentées donc il y a de la documentation à produire. Et comme elle est pour des développeurs, ça devrait être rapidement disponible. Et là, je pense qu'on aurait du mal à tenir les délais. Et après, pour moi, il y a un 3e volet qui est hyper important. C'est le volet des handbooks, des guides à la contribution qui existent pour chaque équipe. J'ai vérifié un peu tout à l'heure parce que c'est des sentiments que j'avais, mais j'avais jamais regardé. Et bon, j'ai pas regardé toutes les équipes parce qu'il y en a une douzaine, mais pratiquement toutes les équipes ont leur handbook. Et nous aussi, on a notre handbook. Et là encore, c'est pas une traduction littérale des handbooks anglais. C'est ça qui est appréciable dans le projet WordPress, c'est que les communautés locales, elles ont la possibilité de s'organiser un peu comme elles le souhaitent.
et de faire leur propre guide de contribution, leur propre documentation. On n'a aucune directive. Moi, on m'a jamais dit il faut traduire ça ou il faut cet article-là, il manque chez vous. Jamais. On peut avoir de l'aide de la communauté de la documentation officielle. On a des liens au niveau des mises à jour. On est pas mal aidé parce qu'ils font tout un travail de listing des articles à modifier. Et ça, c'est appréciable parce que nous, il suffit qu'on regarde à peu près cette doc pour savoir où on doit aller nous changer dans la doc en français. En dehors de ça, on est vraiment libre. Et la documentation en français, les articles, quand on les traduit, c'est une trame, c'est une base pour pas oublier les fonctionnalités. Mais quelquefois, il y a des oublis quand même dans la doc officielle. C'est jamais une traduction. C'était plus le cas au début, mais maintenant, c'est vraiment plus. On s'est affranchi de cette traduction paragraphe par paragraphe depuis un bon moment déjà. À partir de quand elle est disponible, la doc officielle? Elle est disponible à partir du moment quoi? Il y a une release candidate? Comment ça se passe? Alors en fait, il faut distinguer, Jenny l'a dit, mais du coup je remets une couche. Il faut distinguer la doc à destination des gens qui utilisent WordPress et qui ont besoin de savoir comment fonctionne leur back-office, etc. Où là, effectivement, c'est à partir du moment où il y a la release candidate que du coup, s'il y a des changements dans l'interface, l'équipe de documentation officielle en anglais, je précise parce qu'on est aussi une documentation officielle, c'est juste que c'est en français. Eux, ils vont du coup essayer d'anticiper un maximum, même si d'ailleurs des fois ils sont un peu en retard dessus. Ils ne sont pas à jour. Voilà, oui, c'est ça. Ils essayent en tout cas de rattraper du coup sur les modifications. Et il faut distinguer ça de la documentation technique, comme le disait Jenny, où là pour le coup c'est toujours à jour parce que tout simplement en fait la documentation technique de WordPress, donc c'est à peu près 120 000 ou 150 000 fonctions, méthodes, classes et hooks. Donc c'est un truc en nombre de pages, c'est énorme, c'est gigantesque. Ça, c'est généré automatiquement à partir des commentaires qui sont dans le code. Donc voilà, c'est une génération automatique. Il y a rien à faire à part cliquer sur un bouton. Voilà. Alors on parle de la traduction française, mais physiquement, cette traduction française, elle est faite où? Alors on n'est pas dépaysé puisqu'on a un WordPress à notre disposition qui est hébergé sur wordpress.org. Donc c'est un site par local, donc on a la nôtre. Et en fait, on publie des articles. Il y a des imports qui sont possibles pour récupérer des articles en anglais éventuellement. Après, on a un process pour avant de publier un article, il y a des relectures, etc. Sinon, à part ce site WordPress, en fait, au niveau des outils, on s'organise un peu comme on veut. Nous, on a essentiellement un tableau dans lequel sont listés tous les articles avec leur statut, est-ce qu'ils sont publiés en cours de rédaction, etc. Jenny nous a fait un super Notion sur lequel on a des ressources, de la doc pour nous, et c'est à peu près tout, je crois. Ouais, on utilise essentiellement WordPress comme outil. Puis, comme l'a dit Marie, un tableau de suivi, qui est un peu central parce que c'est important de pouvoir suivre qui fait quoi et ne pas être à deux sur la rédaction d'un article pour éviter qu'il y ait des doublons sur les choix des articles. Donc ça permet de suivre au jour le jour qui fait quoi sur les articles de documentation. Et le Notion, il est plus pour gérer le travail de l'équipe. On y met un peu les infos sur les réunions. Moi, j'ai un calendrier de publication que j'ai fait, que je tiens un jour pour un peu pouvoir retracer l'historique du projet. Bon, c'est plus à des fins statistiques, on va dire. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder comment ça évolue les publications, enfin les rythmes, les variations dans le rythme. C'est assez. Un autre sujet qui m'intéresse et qu'on avait évoqué avec Emilien quand on a préparé cet épisode, c'est les changements qui sont intervenus dans les dernières années sur WordPress et qui impactent directement la traduction et la documentation. Et on avait vu deux sujets potentiellement qu'on pouvait discuter ici, qui sont l'arrivée de Gutenberg et l'arrivée du FSE, le Full Site Editing. Emilien, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que c'est que ces deux nouvelles fonctionnalités de WordPress ? Ces dernières années, il y a eu dans un premier temps Gutenberg qui est arrivé, le projet Gutenberg qui est venu se greffer sur WordPress. On a dû revoir un peu la manière de créer du contenu, en fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Gutenberg exactement ? Pour résumer, c'est tout ton contenu, il va être scindé en petits blocs bien spécifiques. Un bloc de titre, un bloc de texte, un bloc image, ça peut être un bloc de liste à puces. Donc voilà, donc ton interface, tu vas la construire avec ces petits Lego là, ces petites briques.
Ça a fait pas mal de changements aussi bien chez les développeurs, les contributeurs, un peu tout le monde, même les intégrateurs. Et donc après de là, c'est l'an dernier, même un petit peu avant, il y a eu après le full site editing où là, carrément, tu peux construire tout ton site avec toutes ces petites briques. Toutes ces petites briques ont été étendues au niveau du site et pas que de la fenêtre de contenu. Est-ce que je m'exprime correctement? Tout à fait. Oui, c'est bon. Le point de départ du projet Gutenberg, en fait, c'est un projet, c'est le nom de code du projet Gutenberg. Souvent, on utilise à tort le terme Gutenberg pour parler de l'éditeur. C'est un projet qui est beaucoup plus global, qui regroupe plein de sous-projets à l'intérieur. Le premier sous-projet, c'était l'éditeur de contenu. Le deuxième projet, c'était l'éditeur de site, éditer son site globalement. Donc, c'est ce que dit Emilien. Le principe de base, c'était de dire que avant ça, dans WordPress, pour créer un site WordPress, il fallait connaître plein de concepts très différents. Le concept de shortcode, le concept de, bien sûr, la petite fenêtre TinyMCE pour mettre son contenu, le concept de widget, le concept de comment gérer ses menus, etc. Et là, l'idée, en fait, avec ce projet Gutenberg, c'est que tout soit géré avec des petits blocs indépendants, des petits Lego qui permettent de faire des tâches très spécialisées, finalement. C'est ça, en fait, qui sous-tend, du coup, tout ce projet-là, avec le projet de ne pas en faire un éditeur pour WordPress. Le projet Gutenberg, bien sûr, est appliqué en premier lieu sur WordPress, mais l'objectif, c'est d'avoir un projet d'éditeur universel. Et d'ailleurs, Gutenberg, donc en tant que projet, a été implémenté sur pas mal de projets. Drupal, il y a très longtemps. C'est passé un peu l'abandon, mais là, il y a eu des sous injectés par le cofondateur de WordPress, des sous personnels, enfin via son entreprise en tout cas, à lui, pour aider Drupal à intégrer Gutenberg un petit peu mieux. Il y a un package de Gutenberg pour Laravel qui existe également, et pour plein d'applications mobiles aussi. Donc voilà, c'est un projet qui va au-delà de WordPress. Bien sûr, WordPress reste son territoire d'expression premier, on va dire. Mais c'est un projet qui va plus loin que ça. Comment ces fonctionnalités majeures, elles vous impactent, vous, derrière, sur la documentation? Sur la doc, ça fait, comme c'est de toute façon un enrichissement de l'outil et de l'interface, ça veut dire documenter plus de choses par définition. C'est pas si dur que ça parce qu'on va documenter par exemple bloc par bloc, donc ça fait pas non plus des choses très très longues à rédiger. Il y a 2-3 articles qui sont un peu costauds là sur justement le FSE, l'éditeur de modèles, etc. Mais on va y arriver. Et sur la traduction, moi, au niveau de la contribution, j'ai pas vu grand changement. Par contre, côté développement, il a fallu se mettre un petit peu à internationaliser du JavaScript dans la douleur au début, mais bon, finalement, ça se fait. Donc, si je reformule ma question, est-ce qu'il y a des fonctionnalités de WordPress qui ont fait un gros travail pour vous derrière en termes de traduction ou de documentation? Ou alors, est-ce que finalement, c'est juste de l'incrémental, des releases incrémentales avec un peu de travail à chaque fois, mais que c'est pas non plus un travail incroyable? On a commencé la traduction de la documentation. Gutenberg était déjà implémenté, donc il y avait déjà des articles dessus. Enfin, moi, je remarque quand même qu'à chaque release, on est obligé d'aller quand même mettre à jour, et on n'est pas à la page tout à fait dans la doc en français, comme la doc officielle. Hein. On n'est pas vraiment synchro par rapport à la version actuelle téléchargeable de WordPress. Tu poses la question de la contrainte que ça fait reposer sur nous, sur les équipes de contribution. J'ai envie de dire que la contrainte, c'est nous qui nous la mettons, hein, quelque part. On peut décider de se dire, bon, c'est bon, on a déjà quand même pas mal de choses de documentation, etc. Les gens arriveront à comprendre de quoi il est question avec un article s'il n'est pas tout à fait à jour, etc. C'est l'équipe de documentation qui se met, qui désire ou pas se mettre la pression pour suivre tout ça tant bien que mal, etc. Je pense que c'est pas tout à fait vrai de dire que l'évolution du projet fait naître des contraintes, spécialement sur la contribution. La contribution suit ou non, en fait, derrière. Mais peut-être qu'on se met un peu de pression parce qu'on sait que en faisant de la documentation, en traduisant WordPress, etc., on permet aussi de faire vivre le projet dans l'espace francophone, qui soit très très utilisé, massivement utilisé. Et du coup, c'est sûr que nous, on aura tendance à se mettre une certaine pression, mais le projet, il continuera à avancer, d'être utilisé, même si pendant 6 mois, Marie et Jenny sont pas là pour faire de la documentation. Voilà, on récupérera plus tard et ainsi de suite. Enfin, il n'y a pas de pression particulière ou de contrainte particulière autre que celle qu'on se met nous-mêmes, quoi.
Donc au niveau du projet WordPress, c'est pas un problème si la version elle sort et que la documentation elle est pas prête. Parce qu'il y a des projets où il faut une synchronisation entre la doc et le produit quoi. Oui. Jenny l'a dit plusieurs fois, mais on n'a pas de pression. On est autonome en fait. Derrière, quand t'as une nouvelle version qui sort, c'est sûr que on aime bien côté. Alors là, je prends la casquette un peu plus WordPress.org et donc projet, côté core du CMS. On aime bien pouvoir dire, bah voilà, la version 6.4 est sortie, elle est déjà disponible dans 20 langues. Il y a 40 langues qui sont à 95%. Et le reste qui est à 90. Bon, on aime bien dire ça, c'est cool. Mais si c'est pas disponible, c'est pas disponible. Ça le sera plus tard. Enfin voilà, c'est pas un drame. Hein. On est tous des bénévoles et on fait ce qu'on peut, quoi. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi la communauté française francophone, pourquoi c'est une des plus grosses communautés et les plus organisées? J'ai pas de théorie, mais j'ai une petite idée que le français, de base, il est pas trop anglophone et qu'il aime bien avoir les choses dans sa langue. Enfin, personnellement, c'est un peu mon truc. Et donc, je pense que ça a peut-être contribué un peu à ce que il y ait beaucoup de choses de traduites et parce que je pense que quand je regarde la documentation en allemand, etc., et c'est pareil, en allemand, ils ont quasiment rien traduit, voire rien. Enfin, j'ai pas regardé récemment, mais quand on a créé la version française de la doc, il y a eu plusieurs locales qui ont créé en même temps, ou plus ou moins en même temps. Ben, en fait, il s'est rien passé parce que j'ai l'impression qu'ils en ont pas besoin. Je pense qu'en France, il y a quand même un besoin d'avoir les choses pour la compréhension de beaucoup de gens dans leur langue. Et il y a des pays européens comme l'Espagne, Portugal, Italie, qui sont aussi très actifs. Alors pas forcément sur la documentation, enfin si certains d'entre eux aussi, mais sur la traduction typiquement de WordPress, qui sont très très actifs. Et on sent qu'il y a ce besoin aussi d'avoir les choses dans ta langue quelque part. Et c'est vrai que ouais, Jenny a raison. Hein, je pense que c'est clairement au niveau pratico-pratique, la plupart des gens ont du mal avec à avoir une interface en anglais, ou en tout cas ça peut être dissuasif. Clairement, hein. Je pense qu'il y a même des besoins dans certains, par exemple, appels d'offres publics, que l'outil soit dans la langue native du pays. Ouais, tout à fait. On arrive maintenant sur la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés et dont vous voudriez parler? Venez contribuer à la doc. Eh bien, j'aimerais maintenant vous donner la parole pour faire chacun une petite tribune libre pour dire un petit mot, pour donner envie aux gens de venir, de venir contribuer avec vous. Et aussi peut-être parler d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, qui est un peu peut-être, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais la fierté de travailler dans cette communauté et de faire ce que vous faites. Donc voilà, chacun à votre tour, je vous laisse la parole. Alors moi, j'ai beaucoup appris à contribuer. D'abord la traduction, c'est vrai que ça oblige à aller voir un peu comment est l'extension qu'on traduit si on l'utilise pas quotidiennement, d'aller la regarder et donc d'apprendre à voir comment elle fonctionne pour pouvoir bien la traduire. Mais surtout dans la documentation, comme il faut être précis dans les termes utilisés dans l'interface, etc., ça oblige à bien connaître l'interface. Ce qui fait que moi j'ai beaucoup appris sur WordPress, sur l'interface, le back-office, en traduisant la documentation et en rédigeant des articles directement en français. L'autre aspect qui est intéressant dans la contribution, c'est que ça m'a ouvert des portes vers d'autres équipes. Par exemple, je commence à travailler un peu avec l'équipe training pour Learn. J'en suis au tout début parce que c'est très très dense au niveau des informations qui circulent, etc. J'ai du mal à suivre. Et puis après, le deuxième volet, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens, de les rencontrer d'abord sur le Slack, mais en réalité, quoi. Et ça, c'est une communauté un peu sur laquelle on peut compter quand on rencontre un souci technique sur quelque chose ou qu'on a une question à poser. C'est vrai que sur le Slack FR, on a quand même toujours la possibilité de poser des questions et d'avoir du soutien et des réponses rapidement, quoi. Un côté apprentissage et un côté contact humain qui est super important. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu dirais de ton côté? Ouais, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'a dit Jenny. C'est vrai que c'est sur le bénéfice individuel, en effet, en faisant de la doc, on apprend forcément des choses, d'où le bénéfice, c'est bénéfice personnel et puis pour la communauté.
Au niveau professionnel, qu'on soit freelance ou salarié, ça permet aussi de mettre ça en avant, de dire voilà, je vous vends une prestation sur cet outil-là, mais on le connaît super bien. C'est un peu un gage de qualité. Et puis se faire des copains, mine de rien. Même s'il y a des personnes qu'on voit peut-être qu'une fois par an, une fois tous les 2 ans, sur les WordCamp, c'est cool. Moi, j'ai rencontré des chouettes personnes. Emilia, toi, comment tu présenterais le fait d'avoir rejoint cette communauté et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait la rejoindre? Comme ça, je dirais que je ne suis plus seul. Non, moi, pour le coup, je suis en full remote, donc j'ai aucun collègue physiquement. Donc tout ça, déjà, c'est bien d'avoir des gens avec qui discuter au quotidien, ou même des fois, plus sur du code ou des trucs comme ça. Je bloque quelque part, des fois, voilà, un coup de main, ou je vais donner un coup de main si je peux. C'est toujours bien. Donc puis après, c'est l'aspect aussi communautaire. Hein, c'est le fameux truc, tout seul, on va pas loin. À plusieurs, on n'a pas des montagnes. Mais c'est un peu ça, en fait. Il y a des gros chantiers, puis à plusieurs, ça se fait. Chacun met sa petite pierre à l'édifice. Et toi, JB, qu'est-ce que tu dirais sur justement ces aspects contribution, ces aspects humains avec tous ces gens qui arrivent et qui collaborent? Moi, tout ce qui a été dit, du coup, s'applique à moi aussi. Je voudrais juste te dire une anecdote, c'est que en 2016, du coup, j'avais une entreprise avec ma compagne. On était associés d'une entreprise avec 2 autres associés. On a eu une grosse dispute avec un des associés. On a décidé du coup de partir. Je raconte du perso, mais parce que c'est pour moi quelque chose qui m'a beaucoup touché. On a décidé de partir de cette entreprise. On s'est retrouvés, et puis à ce moment-là, on avait un crédit immobilier, donc un achat de maison, tout simplement. Il fallait trouver du travail rapidement. Et en fait, en 15 jours, on a été embauché dans une entreprise qu'on connaît très bien dans la communauté, qui est toujours mon employeur actuel. En 15 jours, ça s'est fait. Et en fait, on se connaissait, on s'était vus dans des WordCamp, etc. Il y avait déjà un lien de confiance qui existait, en fait, qui préexistait. Et on a trouvé un travail pour 2 personnes, sachant que l'entreprise était à Paris à cette époque. Aujourd'hui, elle est en full remote. J'habite en Ardèche. Voilà, trouver du taf pour 2 personnes en couple en 15 jours et un bon travail dans une entreprise que tu admires, que tu aimes bien, c'est quelque chose qui arrive que dans l'open source, j'ai envie de dire quasiment. Et ça fait un peu conte de fées de le dire comme ça. Clairement, rentrer dans une communauté open source, et c'est pas propre que à WordPress, toutes les communautés open source et du logiciel libre en général, à titre personnel, c'est énorme ce que ça apporte. Et je voudrais le dire, si tu as des personnes là qui écoutent ton podcast, du coup, qui sont en train de faire leurs études, rentrer dans les communautés open source, ça s'applique à WordPress, mais à tous les projets libres, en fait, finalement, qui sont proches de chez vous, il y en a forcément. Et vous savez pas ce que ça peut vous apporter. Moi, je savais pas ce que ça pourrait m'apporter potentiellement, mais voilà, aujourd'hui, ça fait 15 ans que WordPress me remplit mon frigo, quoi, quelque part. Voilà, moi, c'est le conseil que j'ai à donner. C'est surtout, si vous êtes en sortie d'études, en fin d'études, ou même dans les études, c'est un truc à privilégier à 100% dans votre réseautage, c'est rentrer dans des communautés open source. Vous apprendrez plein de choses, c'est ce qu'ont dit Jenny et Marie, et vous allez tisser un tissu relationnel qui sera inestimable, en fait. Ah, JB, j'ai vécu exactement la même aventure que toi, en changeant de boulot et en donnant un CV dans une société d'en face, et en quelques jours aussi, j'avais changé de boulot. Ah, super. Et ce que je voudrais rappeler, c'est encore une fois, je le dis souvent, c'est que le logiciel libre, c'est des femmes et des hommes, et quand ça marche bien, c'est grâce aux femmes et aux hommes. Et quand ça marche pas, c'est à cause des femmes et des hommes. Et là, ça fait plaisir de voir que toute cette communauté, elle tient comme ça, avec des gens qui contribuent. C'est vraiment super, surtout pour au moins quelqu'un comme moi qui est juste un utilisateur et qui connaît pas plus que ça. J'espère que je vais pouvoir faire dans les mois à venir d'autres interviews autour des mêmes sujets pour d'autres communautés, d'autres logiciels. Et puis voilà, chères auditrices, auditeurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi sur Mastodon, vous pouvez me laisser des commentaires aussi sur LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner si ça vous plaît et à vous abonner sur les plateformes de streaming pour suivre les prochains épisodes. Et écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis portez-vous bien, et puis à une prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir, Walid, et merci pour ton accueil, c'était super. Merci à toi. Merci. Au revoir.